je suis Anne-Carine Marmuet et vous écoutez Horizon Durable, le podcast de Ports en Part dédié à l'investissement responsable. Notre seul objectif est de partager des histoires inspirantes pour éveiller les consciences. Be the change you want to see in the world. Je vous souhaite une très belle écoute. Lors des précédentes interviews, nous avons souvent évoqué les critères ESG et l'analyse extra-financière. Ces derniers mois, plusieurs événements ont créé des interrogations et de la controverse sur ce sujet. Alors, je vous propose de faire le point avec un expert en notation sociale et environnementale, avec plus de 20 ans d'expérience. Je reçois aujourd'hui Sylvain Guyoton, senior vice-président de la recherche chez EcoVadis. Sylvain, bonjour. Bonjour. Ce que je vous propose pour commencer, c'est peut-être de vous présenter et de présenter EcoVadis. Parfait. Donc EcoVadis est une société qui a été créée en 2007, donc elle va fêter ses 15 ans cette année. Sa mission, c'est de mesurer la performance RSE et développement durable des entreprises. Elle opère une plateforme qu'on appelle B2B, business to business, entre d'un côté des donneurs d'ordre, des organisations d'achat qui évaluent leurs fournisseurs, et ou des investisseurs, principalement en capitaux privés, qui évaluent leur société en portefeuille. Donc, c'est plutôt à l'initiative des entreprises elles-mêmes, cette notation, ou c'est à l'initiative de donneurs d'ordre principalement? C'est plutôt à l'initiative des donneurs d'ordre ou des investisseurs que l'on va contacter l'entreprise, qui dans un cas est un fournisseur, dans l'autre une société en portefeuille, pour leur demander de se faire évaluer par EcoVadis et de partager au final les résultats avec le donneur d'ordre. Quel est l'intérêt pour l'entreprise qui demande ou pour l'entreprise qui se fait évaluer elle-même de justement de réaliser cette évaluation et d'avoir une notation de chez EcoVadis? Alors, il y a plusieurs intérêts. Le premier, c'est d'avoir un regard externe sur ce qu'elle fait en termes de responsabilité sociale d'entreprise, donc RSE. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est devenu incontournable et je pense que c'est bien pour l'entreprise d'avoir ce regard externe d'un tiers de confiance. Dans les résultats, elle a accès à des points forts et des points d'amélioration. Elle a accès aussi à des matériaux, des documents qui lui permettent de s'engager sur les points d'amélioration. Elle a aussi accès à un benchmark, donc elle peut se comparer aux entreprises du même secteur, dans le même pays, ou si elle le veut, dans d'autres secteurs et dans d'autres pays. Voilà, ça lui permet aussi de démontrer ce qu'elle fait à ses clients ou à ses investisseurs d'une manière qui a été, on va dire, validée et vérifiée par un tiers. C'est plus simplement du déclaratif, ça a été revu par une organisation externe. Voilà, ça permet aussi de valoriser tout ce qu'elle a fait parce que si elle a des bons résultats, elle va pouvoir communiquer sur ce point et donc en valorisant ce qu'elle fait sur la RSE, elle va aussi pouvoir en interne, je dirais, justifier un certain nombre d'actions et continuer son développement. Donc voilà, donc il y a pour les donneurs d'ordre, c'est très important aujourd'hui quand on est acheteur ou quand on est investisseur, de savoir ce que fait le fournisseur ou l'entreprise, enfin la société dans le portefeuille en termes de RSE, mais pour l'entreprise elle-même aussi, c'est incontournable. Quelle est votre méthodologie et quelle est l'échelle de notation? Alors, on a une échelle de notation qui est assez simple, qui va de 0 à 100, avec, on va dire, 5 niveaux entre inexistants en termes de pratique RSE à en progrès, où il y a des choses qui sont faites mais qui ne sont pas complètes. Le troisième niveau, il y a des pratiques et des politiques qui sont, on va dire, adaptées par rapport aux enjeux auxquels l'entreprise est confrontée. Ensuite, on a le quatrième niveau, c'est plutôt assez complet en termes de politique et de pratique RSE. Et le dernier niveau, c'est les leaders. On a 21 critères qui sont répartis sur 4 thèmes, qui sont l'environnement, les impacts liés aux opérations. On a ce qu'on appelle le social, qui sont en fait des critères liés aux ressources humaines, comme la santé, la sécurité, les conditions de travail, le dialogue social, la formation. Et puis tout ce qui est droit de l'homme au travail, qui sont des sujets issus des conventions de l'OIT, comme le travail forcé, le travail des enfants, la discrimination. Voilà. Et puis le troisième thème, c'est l'éthique des affaires. Donc c'est tout ce que l'entreprise fait pour minimiser les problématiques de corruption ou de pratiques anticoncurrentielles. Et le quatrième thème, c'est ce que fait l'entreprise
pour maîtriser les risques socio-environnementaux chez ses propres fournisseurs. Il existe plusieurs agences qui font des notations extra-financières comme vous. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu les différences, par exemple, entre EcoVadis, Sustainalytics, Vigeo Eiris? Alors oui, il y a des différences. La principale entre EcoVadis et toutes celles que vous avez listées, c'est que nous, on évalue tout type d'entreprise et à plus de 95% des entreprises qui sont privées. Les autres agences que vous avez citées, elles évaluent des entreprises cotées en bourse. Donc, il y a un univers qui est plus ou moins fixe et stable. Elles évaluent des entreprises qui ont des données structurées, qui ont des ressources pour répondre à ces agences. Voilà, donc il y a un univers, on va dire 10-15 000 entreprises dans le monde. Nous, on a un univers qui est quasiment illimité. Aujourd'hui, on a évalué plus de 90 000 entreprises. Mais si on regarde les entreprises qu'il y a dans les chaînes d'approvisionnement, donc les fournisseurs des grands donneurs d'ordre, on estime que pour avoir un impact vraiment significatif, il faut monter à 1 ou 2 millions d'entreprises. D'accord. Voilà. Donc, il y a un volume, il y a un univers qui est totalement différent. Le type d'entreprise, c'est des entreprises privées. Chez nous, on évalue des entreprises de toute taille, de 50 personnes jusqu'à 50 000 personnes, dans plus de 150 pays, dans plus de 180 secteurs industriels. Et la grande différence aussi que je dirais avec les autres agences, c'est que comme elles sont privées, ces entreprises, elles n'ont pas forcément des documents donc, publics, disponibles, facilement collectables. Donc, on a, nous, en interne, une équipe dédiée pour engager l'entreprise évaluée, pour lui expliquer quel est le but de l'évaluation, qu'est-ce qu'on demande en termes de preuves et comment le processus se déroule. Alors, je rebondis sur le fait que vous parliez de preuves, parce que effectivement, depuis l'affaire Orpea, il y a pas mal de critiques sur les agences de notation extra-financière. C'est pas l'ISR qui est remis en cause, c'est plutôt la méthodologie. On voit que c'est beaucoup basé sur du déclaratif. Et on a le sentiment avec cette affaire Orpea, je dis Orpea, mais il y a aussi eu des histoires avec Ericsson de corruption et qui n'avaient pas été mises en avant, qu'il y a une déconnexion entre la réalité et les notations. Voilà, je voulais voir votre sentiment et peut-être m'expliquer, vous, ce que vous mettez en interne. Est-ce qu'il y a des critères, est-ce qu'il y a des contrôles qui sont réalisés pour valider vos notes? C'est une question très importante, effectivement. Donc, je vais faire simplement un rappel sur la méthode et ensuite je viendrai sur les questions de controverse type Orpea ou Ericsson. Sur la méthode, nous, pour évaluer l'entreprise, on a les 21 critères que j'ai cités. Par rapport à ces 21 sujets, on va interroger les entreprises sur ses objectifs, ses politiques, ses actions mises en place, les certifications, les labels qu'elle a reçus, sur la couverture de ces actions, sur le reporting et sur l'opinion des parties prenantes. Donc, pour faire ça, on a 3 types de données. Donc ça, c'est déjà très important, c'est d'avoir des sources qui sont diversifiées et qui ne viennent pas uniquement de l'entreprise. Donc, le premier type de données, c'est évidemment les preuves que l'entreprise amène au regard de ses déclarations. Donc, elle dit, j'ai une politique environnementale, une politique sociale, j'ai mis en place des formations, j'ai mis en place un audit interne sur la corruption, j'ai mis en place telle ou telle chose. Nous, on lui demande des preuves et chez nous, les analystes, leur premier travail, c'est de qualifier ces preuves selon nos critères d'éligibilité et de qualité. Voilà, donc il y a une analyse des preuves qui est faite avec des techniques pour pouvoir éventuellement voir s'il y a des documents qui sont falsifiés ou qui ont été simplement, on va dire, élaborés pour nos besoins et qui ne sont pas réellement des documents de management. Entre parenthèses, on a une équipe de 350 analystes et au total, on est 1200 personnes. Ça, c'est le premier type de données. Le deuxième type de données, c'est ce qu'on appelle les informations qui viennent des tiers de la profession, donc les certificateurs, les labellisateurs, les auditeurs. Donc, on récupère énormément de documents sur l'entreprise qui ont été émis par d'autres tiers de confiance. Évidemment, pour cela, on a aussi des critères d'éligibilité et de qualité. On ne va pas intégrer dans la note un rapport d'audit qui date de 5 ans, mais s'il a moins de 18 mois, tout à fait recevable, surtout si c'est fait par des auditeurs qui sont agréés, etc. Et puis, le troisième type de données, c'est l'opinion des parties prenantes, à savoir les ONG, les syndicats, les autorités administratives. Ces parties prenantes, au sens large, y compris la presse d'ailleurs, ont des opinions sur les entreprises et on les collecte. On est connecté avec des milliers de sources parties prenantes. On a un système qui collecte ces informations. Ensuite, c'est revu par les analystes et c'est intégré dans le rating. Donc déjà, on a énormément d'informations en entrée, très diversifiées, qui permettent d'avoir une revue contradictoire des preuves que l'entreprise nous a amenées. Voilà, donc ça, c'est un peu
notre point fort. Et pour faire ça, il faut aussi de la technologie. Donc tout à l'heure, je parlais des 350 analystes, mais on a aussi 200 développeurs qui développent la plateforme. C'est vraiment essentiel aujourd'hui pour faire un travail d'analyse poussé. Il faut investir dans la technologie. Sinon, si on fait tout manuellement, on ne peut pas brasser cette masse d'informations qui est nécessaire pour pouvoir vraiment aller dans le détail. Donc, dans le cas des controverses que vous avez citées, donc, notamment Orpea et Ericsson, je pense que les agences qui n'ont pas vu ce problème, et nous, je dois dire que dans ces deux cas, on avait identifié les signaux faibles et parfois des signaux pas vraiment faibles. Donc, il y avait énormément de choses déjà dans ces deux cas qui limitaient, je pense, la note qu'on pouvait attribuer à ces deux entreprises. Voilà. Donc j'entends que vous avez un gros travail de recoupement des informations que vous collectez auprès de diverses ressources. Je voulais revenir sur la méthodologie et les notations, puisque en fait vous me dites que certains confrères n'avaient pas identifié ce que vous aviez peut-être mis en avant, vous aviez même des signaux forts. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de standardisation des normes ? Oui, alors effectivement, en fait, les différences entre les méthodologies des diverses agences, elles sont liées principalement à deux problèmes. Le premier, effectivement, c'est le reporting que font les entreprises sur leurs pratiques en termes de RSE et de développement durable. Il n'y a pas aujourd'hui de standard de reporting unique et internationalement reconnu. Donc, en fait, moi, ça fait 20 ans que j'évalue des entreprises sur leur reporting RSE et j'ai jamais vu deux reportings qui sont identiques entre deux entreprises. Et même pour une entreprise, d'une année sur l'autre, ça change pas mal. Donc, c'est difficile de comparer dans le temps et de comparer entre les entreprises. Donc, aujourd'hui, depuis quelques années, il y a des chantiers de convergence qui sont en train de se faire. Et donc, ça, c'est très positif. On a en Europe le CSRD, qui est une directive européenne de reporting RSE qui va s'appliquer à terme à 55 000 entreprises. Il y a l'ISSB qui veut aussi amener une convergence en termes de standards de reporting. Il y a le SASB, qui est une organisation américaine qui s'est rapprochée du GRI. Désolé pour les acronymes. Le monde économique s'est aperçu de l'importance de la RSE, mais c'est aussi aperçu qu'il y avait un manque de comparabilité entre ce que les entreprises déclaraient. Et donc là, aujourd'hui, il y a des chantiers de convergence. Et je dirais qu'on est au milieu du gué. On n'est pas encore arrivé à cet objectif ultime qui est d'avoir un seul standard de reporting. Mais on va y arriver. Et nous, ce qu'on fait en parallèle, c'est de suivre toutes ces initiatives et d'essayer de trouver, on va dire, le plus grand dénominateur commun entre ces initiatives pour pouvoir aussi aider les entreprises qu'on évalue à converger vers ce standard qui n'existe pas encore, mais qui va bientôt apparaître. Le deuxième problème, c'est que les méthodes sont conçues en fonction des besoins des utilisateurs. Donc aujourd'hui, vous avez une multitude de besoins utilisateurs. Vous avez les investisseurs en capitaux publics, les entreprises cotées en bourse, vous avez les investisseurs en capitaux privés, vous avez les banques dans le cadre des prêts. Puis après, il y a différents types de prêts. Il y a des prêts en fonction de la note absolue sur certains critères. Il y a des prêts en fonction de la progression de l'entreprise sur le sujet. Il y a les consommateurs, il y a les acheteurs, évidemment. Donc, il y a énormément de besoins différents et ces besoins induisent des méthodes qui sont à chaque fois légèrement différentes. Il y a beaucoup de points communs, mais si vous prenez en compte la différence des besoins utilisateurs et en plus de ça, le manque de reporting, enfin de standards internationaux reconnus, vous avez déjà deux facteurs qui font qu'on retrouve quand même pas mal de différences entre les méthodes. Voilà, on va dire à 75%, elles se recoupent, mais il y a ce dernier quart qui reste, qui fait que quand on regarde les résultats, des fois on voit des incohérences. Je voulais reparler de l'environnement incertain dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, on a la géopolitique qui intervient de plus en plus, qui a des conséquences sur la macroéconomie. On a vu ce que pouvait créer un risque sanitaire. Voilà, tout ça, ça entraîne un manque de visibilité pour les entreprises. De votre point de vue, comment l'analyse extra-financière pourrait être enrichie pour permettre aux entreprises d'appréhender encore mieux les risques qu'elles sont susceptibles de rencontrer ? Il y a deux choses. D'abord, l'analyse extra-financière, à cause de ces crises, prend plus d'importance. En ce sens que, par exemple, la crise du Covid a montré que les entreprises les plus performantes en termes de RSE, de développement durable, étaient plus résilientes
plus résistantes au choc. Et donc, nous, ce qu'on a vu depuis le début de la crise Covid, c'est une accélération des engagements des entreprises sur le sujet. Le conflit aujourd'hui en Ukraine, d'une certaine manière, va aussi accélérer un certain nombre de choses sur ces sujets, par exemple la transition énergétique, qui devient quasiment le sujet numéro 1 pour beaucoup d'entreprises. Ces crises, elles démontrent que plus que jamais, les entreprises doivent concevoir leurs activités, pas en autarcie, mais au contraire connectées au monde local, mais aussi au global, et donc tenir compte de leurs parties prenantes. Et on dit autrement, c'est avoir des pratiques, des politiques RSE qui sont matures et performantes. Donc, je veux dire, ça renforce l'idée que les entreprises doivent aller vers un modèle d'entreprise durable. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est que, effectivement, ces crises aussi interrogent l'analyse extra-financière dans le sens où il y a de plus en plus de facteurs géopolitiques qui rentrent en compte. Jusqu'à maintenant, l'analyse extra-financière se focalisait sur le lien entre les pratiques environnementales et sociales de l'entreprise et la performance financière de l'entreprise. Mais là, de plus en plus, on va sortir, on va dire, des aspects de management et rentrer dans la géopolitique. Donc, je dirais, nous, par exemple, quand on évalue une entreprise, on regarde les pays dans lesquels elle opère. Pour pouvoir affiner l'analyse, on a, à côté de la méthode d'évaluation des entreprises, on a aussi une méthode d'évaluation des pays sur le contexte social et environnemental. Voilà, on a évalué à peu près 150 pays. Et je dirais que cette évaluation du contexte dans lequel l'entreprise opère va devenir de plus en plus important. Il va falloir affiner la compréhension des enjeux, y compris à la limite même d'être plus fin que le niveau pays, mais aller au niveau région. Parce que dans certains pays, comme vous le savez, il y a des régions qui sont soumises à des fortes problématiques de droits de l'homme, par exemple. Voilà. En même temps, les crises ont renforcé l'idée qu'il faut aller vers des entreprises durables, mais aussi ça a mis sur la table d'autres problématiques nouvelles. Je pense que c'est bien d'une certaine manière, ça fait évoluer le sujet. Mais effectivement, là, on voit qu'on est un peu dans un changement de phase. Il y a un troisième point aussi qui est important. Peut-être que vous vouliez, je crois que dans la liste des questions que vous m'avez envoyées, vous vouliez l'évoquer, c'est le fait que jusqu'à maintenant, les pratiques de RSE étaient surtout conçues pour, on va dire, minimiser les impacts sur les parties prenantes. Donc, c'était une RSE qui était plutôt orientée gestion des risques. Voilà. Et de plus en plus, on demande à l'entreprise aussi non seulement de gérer ses risques et de réduire les impacts négatifs sur ses parties prenantes, par exemple sur le milieu naturel, en réduisant ses consommations d'énergie, en réduisant les consommations d'eau, en faisant attention à ne pas avoir trop d'impact sur la biodiversité. Ça, c'est, on va dire, la RSE classique. Et de plus en plus, on lui demande aussi de produire des impacts positifs, voire même de régénérer un certain nombre de problématiques sociales ou environnementales. Donc, pour ce faire, elle doit plus être dans une logique de gestion des risques, enfin de continuer son activité simplement en gérant mieux ses risques. Pour ce faire, elle doit être dans une logique de changer ses produits et ses services pour qu'ils aient, quand ces produits et ces services sont vendus, utilisés, des impacts positifs sur la société. Donc là, ça nécessite à l'entreprise de repenser son modèle. Voilà. Donc je dirais que là, ça émerge. Aujourd'hui, nous, dans les 90 000, 100 000 entreprises qu'on a évaluées, je dirais qu'il y en a 99% qui sont encore dans le vieux modèle, entre guillemets, simplement essayer de gérer les risques et de ne pas faire trop de mal. Et il y en a une toute petite partie qui commence à avoir des modèles, et en général, c'est des entreprises qui sont beaucoup plus jeunes et beaucoup plus petites, qui ont des modèles quand même à impact positif. Voilà. Et donc, tout l'enjeu des 5 ou 10 prochaines années, en plus de faire converger les standards de reporting, en plus de prendre en compte les facteurs géopolitiques, c'est de faire la transition entre cette ancienne économie et cette nouvelle économie. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais... C'était parfait, Sylvain. Mille merci déjà de nous avoir partagé votre expérience, votre savoir-faire et votre vision. Merci. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et en le partageant sur les réseaux sociaux. Nous sommes à l'écoute de tous vos retours, encouragements, suggestions d'invités ou autres. Pour cela, vous pouvez nous adresser un mail à l'adresse boursenparbourse
en minuscules et au singulier @bnpparibas.com. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner à certaines de nos publications en nous adressant votre demande par mail à la même adresse. Merci pour votre soutien.